Alors, j'ai le grand plaisir d'introduire Pierre Delage, directeur de recherche au CERMES et professeur à l'école des ponts et chaussées, qui va nous présenter la structure des sols fins. Merci Monsieur le Président. Bonjour, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation. Pardon. Je mets mon réveil, non, je suis déjà réveillé, mais je vais essayer de tenir les 20 minutes. Donc je vais vous parler en introduction à ces journées transversales de la microstructure des sols fins compactés, en commençant par rappeler des éléments relatifs aux sols non saturés. Donc ça, c'est un modèle que vous connaissez sûrement du cas des sols granulaires non saturés. Oui. Ah, voilà. Donc avec de l'eau sous pression UW, de l'air sous pression UA, évidemment c'est différent des sols saturés auxquels on est initié pendant dans les cours d'ingénierie. Et vous voyez ici que si la pression d'air était nulle, eh bien la pression UW est négative, et c'est ce qui s'explique avec vous connaissez bien ce principe du tube capillaire, dont vous voyez qu'en hauteur, l'ascension capillaire fait que le UW en haut est sous tension, et qui est donc inférieur à la pression de l'air, et que la différence entre les deux est donnée par la loi de Laplace ou la loi de Jurin, où θ c'est l'angle de contact entre le solide et le liquide. Bon, l'eau étant et air le rayon du tube capillaire. Il y a un peu de retard à l'allumage. Voilà. Donc l'eau est parfaitement mouillante, donc on a θ égale 0, et puis vous avez ici la valeur de la tension interfaciale. Comme dans les sols compactés, il y a des sols fins, il y a une phase argileuse qui est ici représentée schématiquement, donc sous forme de plaquettes, et cette fois-ci, alors que dans le cas granulaire, l'eau est attirée par les actions capillaires, dans le cas des argiles, vous voyez qu'on a qui se présentent sous forme d'agrégats qui peuvent être saturés, sont le plus souvent saturés. Et dans ces cas-là, l'attraction de l'eau vers la phase solide est due à des liens interaction physico-chimique entre l'eau et les phases argileuses. Donc, ce schéma-là, c'est ce qui est le plus souvent utilisé en mécanique des sols non saturés. Il fait l'hypothèse de la continuité de la phase gazeuse. Si on regarde les variations de perméabilité, ici c'est dans le cas d'un sable, où on présente les perméabilités relatives, vous voyez que la perméabilité ici à l'air est égale à 1, donc égale à la perméabilité relative à l'air est égale à 1, c'est-à-dire égale à la perméabilité quand le sol est complètement sec. Et en fonction de degré de saturation, vous voyez que quand vous augmentez le degré de saturation, vous augmentez la teneur en eau, la perméabilité à l'air décroît, la perméabilité à l'eau, elle, augmente. Et vous voyez un endroit où j'arrive pas à avancer, voilà. Où la perméabilité à l'eau devient nulle, c'est à peu près à 80% de degré de saturation dans ce sable, mais c'est souvent le cas dans la plupart des sols fins également. Ça veut dire que l'air devient occlus et que donc on n'est plus dans la... ça ne régit pas très bien ce truc là, je sais pas où. Il faut que je vise là-bas, non? Tout à l'heure, ça marchait sur l'écran. Hein? Tout à l'heure, ça marchait sur l'écran. Ouais. Bon, donc, ok. Alors ici, dans le cas d'un sol granulaire, c'est une schématisation d'un point important qui est la désaturation par entrée d'air. Vous voyez dans ce schéma comment progressivement les ménisques pénètrent à l'intérieur du sol avec des rayons de plus en plus petits. Oui. Un peu plus haut. Là-bas. Voilà. Ouais. Alors... ça casse un peu le rythme. Bon, tant pis. Donc, si maintenant on regarde les courbes de rétention d'eau, donc on part de l'endroit où on était précédemment, de l'état saturé. Vous avez ici un diagramme de teneur en eau en fonction de la succion, c'est-à-dire la pression négative. Vous voyez qu'à partir du démarrage en succion nulle, on suit un chemin de dissipation. Et que donc il y a un moment intermédiaire où on atteint une pression d'entrée d'air à partir de laquelle
l'air commence à pénétrer dans le sol. Ici, c'est un sable argileux. Je ne décris pas trop les techniques. Vous voyez qu'une des façons de mettre l'eau sous tension est par gravité, comme sur ce schéma-là. Et quand, donc au début, dans ce sable, on a essentiellement des actions capillaires. Et puis quand on monte en succion pour arriver ici à des très fortes suctions, vous voyez qu'on a ici quelque chose qui, selon le chemin de dessiccation et le chemin d'humidification, est réversible. Et ça, c'est la signature des actions d'absorption entre l'eau et la phase argileuse. Ensuite, si je redescends, voilà, on revient vers le bas, donc, et on arrive ici en redescendant sur l'humidification à ce point-là ici où, alors qu'on recommence à revenir dans la situation où l'air est discontinu à nouveau, puisqu'on se rapproche de la saturation. Donc comme on l'a vu, c'est des degrés de saturation de l'ordre de 80% dans la plupart des sols. Puisqu'on parle de structure, voilà, je n'ai pas résisté à la tentation de vous présenter cette belle structure. C'est un sol naturel, non saturé, mais très beau, hein. C'est les Losses, ici ça vient de Picardie. C'est juste pour illustrer un peu les notions précédentes. Donc c'est un Loss, il a des grains plutôt arrondis. Et vous voyez qu'il y a des gros pores ici entre des grains qui sont propres. On est de l'ordre de 30 microns, ça c'est probablement la pression d'entrée d'air. L'air va commencer à pas rentrer dans les plus gros pores, donc va rentrer sur ces pores-là. Et vous voyez également voilà, c'est que vous avez des remplissages argileux entre les grains et que ça correspond à votre schéma que je vous avais présenté. Bon, c'est un sol de faible plasticité, hein, ce qu'on peut imaginer. Bon, il y a quand même de la phase argileuse. Elle n'est pas répartie également entre tous les grains, comme on dit toujours dans le cas des Losses, mais elle est concentrée, elle fait certains remplissages. Voilà en plus gros, donc un remplissage argileux, vous avez que ici une porosité. Merci. Ah oui. Vous avez aussi ici une porosité entre grains remplis d'argile et ici une porosité cette fois-ci qui va être entre les grains propres et qui est de beaucoup plus grosse. Alors ce Loss, si on regarde ses propriétés de rétention d'eau, en fait l'état initial cette fois-ci est un état non saturé, donc on ne part pas de l'état saturé comme la dernière fois, comme dans le cas du sable que je vous avais présenté. Il est initialement in situ à une succion de 32 kPa, 14%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le lien entre la succion, donc, que j'ai brièvement présentée, qui croît ici, et par la loi de Laplace, calculer à partir de cette succion un rayon équivalent qui est représenté ici sur la droite, qui est donc un pore équivalent. Et vous voyez que la succion de 32 kPa correspond ici à un diamètre de 30 microns, ce qui veut dire qu'en gros, en dessous de ce diamètre-là, pour cette succion, tous les pores vont être saturés, et qu'au-dessus, la plupart des pores seront non saturés. Le gros pore qu'on a vu entre les grains est plein d'air, par exemple, alors qu'évidemment, tout ce qui est dans les phases argileuses que je vous ai présentées en photo sera complètement saturé. Donc ça, c'est plein d'air, et le reste est saturé. Alors si on veut un peu comprendre de façon un petit peu fondamentale les mécanismes de rétention d'eau, là, c'est ces résultats de Fleureau, de l'école centrale qui sont intéressants. Bon, c'est un sol artificiel, c'était une boue de kaolinite de 31 d'indice de plasticité. Le diagramme, c'est de la rétention d'eau, donc c'est des variations de teneur en eau ici en horizontal, en fonction d'une succion qui est croissante. Et vous voyez que quand on désature, quand on augmente la succion, on réduit la teneur en eau, évidemment, jusqu'à arriver ici à une zone qui est réversible, et c'est encore une trace de l'adsorption. Si maintenant, cette courbe-là, on la complète par les variations du degré de saturation, vous voyez que le sol reste saturé ici jusqu'à... Donc c'est une boue, hein, je rappelle, mais il faut quand même appliquer une succion de 1 mégapascal pour une kaolinite de 31 de plasticité avant de la désaturer. Donc ça, c'est une notion importante. On peut avoir des sols qui ont une succion, mais qui restent saturés. Et voilà. Vous voyez également la réversibilité
en adsorption, qui est donc la physico-chimie. En gros, c'est réversible. Quand on a des très fortes suctions, on va toujours chercher l'interaction entre la phase argileuse et l'eau. Alors si maintenant on regarde, on complète ce diagramme par les variations de volume représentées ici par l'indice des vides en fonction de la teneur en eau, ici, vous voyez qu'on part donc toujours de ce point-là. Donc cette fois, ce sont des variations de volume. Et ici, vous avez une droite, ce qui veut simplement dire que comme on est saturé, les variations de volume représentées par l'indice des vides sont égales aux variations de teneur en eau. Vous avez ici les limites de liquidité et de plasticité de ce sol. Et quand on reporte le degré de saturation en bas, vous voyez qu'effectivement, on est saturé jusqu'à une certaine valeur ici, des degrés de saturation à peu près de 100. Donc c'était, je vous rappelle, ici on part d'une succion nulle, ici on a une succion de 1 mégapascal. Et en dessous, vous voyez qu'on atteint, donc on commence à avoir des variations d'indice des vides plus faibles que les variations de teneur en eau parce que les particules se sont calées les unes contre les autres. Et le sol commence à se désaturer avec d'abord la présence de ménisques et ensuite l'absorption qui est mise en œuvre. Et vous voyez que la limite de plasticité se retrouve ici. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez. C'est juste pour dire qu'une possibilité de décrire l'indice de plasticité, c'est la quantité d'eau nécessaire pour faire passer le sol de l'état solide à l'état liquide. C'est-à-dire qu'au début, on met un peu d'eau, on est un état plastique, mais ça veut dire que, pardon, on parle de l'état solide. Vous rajoutez de l'eau dans le sol, il ne se liquéfie pas. Si c'était dans un sable, tout de suite, vous dépassez, rajoutez de l'eau à un sable saturé, c'est tout de suite de la liquéfaction, au sens large, on va dire. Là, les molécules d'eau que vous rajoutez, dès lors que vous êtes dans l'état plastique, elles vont se piéger parce qu'elles sont absorbées sur la fraction argileuse. Et en fait, cette fraction argileuse, si elle est très active, eh bien, vous voyez qu'il vous faudra beaucoup d'eau pour saturer tous les sites d'absorption le long de la phase argileuse et que finalement, arrivé ici, l'eau liquide que vous mettez dans le sol reste liquide quand elle est dans le sol. Donc c'est l'état plastique, pardon, l'indice de plasticité, c'est une façon de décrire, et on voit donc que c'est relié à la minéralogie. Alors des exemples de sols à différentes limites. Vous avez celui qu'on a déjà vu avec un indice de plasticité de 9, donc très très vite on met assez peu d'eau et on sature tous les sites et le sol reste liquide. La kaolinite qu'on a vue, bon là c'est une kaolinite très bien cristallisée, hein, c'est des belles plaquettes, c'est de l'ordre de 30. Et ici, des momorionites, alors ça c'est une suspension artificielle, mais ça avec des indices de plasticité qui peuvent monter très haut. Alors évidemment les sols naturels c'est des mélanges un petit peu de tout ça, ce qui fait qu'on a des plasticités qui se baladent un petit peu et qui ont un rôle important. Alors, je vais demander une rallonge de mon temps de parole pour arrêt de jeu. Là, alors, j'ai parlé des argiles rapidement. Ça, vous connaissez la kaolinite qui est composée de deux niveaux, un niveau tétraédrique, octaédrique, avec des aluminiums essentiellement. Ici, des OH autour des octaèdres, et les tétraèdres sont centrés avec du silicium, et puis des oxygènes tout autour. Les plaquettes que vous voyez en photo sont stables parce que entre les OH ici du bas et les oxygènes du haut, vous avez une liaison hydrogène. Donc ça, c'est une liaison très forte, hein, c'est celle qui fait la cohésion de la glace quand on est en dessous de 0 degré. Et ça fait que ces plaquettes-là, quand vous hydratez, elles vont rester stables. Alors qu'en revanche, si on va sur les momorionites, eh bien vous avez la possibilité, donc vous n'avez plus le lien hydrogène fort entre deux niveaux, et donc ici viennent s'insérer des cations. Et donc les feuillets sont instables, ils peuvent devenir très très fins. Et donc là, les molécules d'eau peuvent s'absorber sur la surface spécifique. L'ensemble de la surface spécifique est accessible, vous avez de l'ordre de 700 m² par gramme, alors que c'est de l'ordre de quelques dizaines pour la kaolinite. Et en fait, entre la surface spécifique accessible par l'eau, la surface spécifique telle qu'on peut la mesurer avec différentes techniques, et
et la teneur en eau et la limite de liquidité, on a une bonne corrélation. Bon, je vais passer quand même pas mal de trucs parce que je ne vais pas y arriver. Ici, c'est pour vous dire que ces essais-là ont été faits, ce sont des essais où on a considéré les sols de différents indices de plasticité, on a regardé la teneur en eau correspondante, et vous voyez que plus la teneur en... Donc ce sont des sols remaniés, anglais ou français d'ailleurs, pour l'argile du Gau ici, ou du Lias. Et on s'aperçoit que si on applique des suctions, la teneur en eau, ça rejoint ce que j'ai déjà dit, hein, la teneur en eau retenue par un sol à une succion donnée est d'autant plus forte que l'indice de plasticité est élevé. Et donc vous voyez qu'à la saturation, ce sol peu plastique n'aura que 30% d'eau, alors qu'ici vous pouvez monter à 54 ou à 74 en IP pour des IP de... Pardon. Vous pouvez avoir jusqu'à 130 teneurs en eau pour des IP de 74. Bon, j'essaye de passer ça aussi parce que j'ai pas assez de temps. Alors j'ai beaucoup d'animations, donc je galère 2 fois plus. Voilà. Alors passons-en aux sols compactés qui sont le but du sujet. Alors c'est intéressant de voir que déjà en 1958, il y avait pas mal de choses intéressantes qui étaient montrées avec ces travaux connus de Lambe qui était un peu un pionnier. Donc vous avez en bas la courbe de compactage et vous voyez qu'ils ont réalisé en haut des essais perméabilité saturée et ils ont donné ici la variation de volume obtenue quand on ne saturait pas, quand on mettait les sols au contact de l'eau à succion nulle. Et vous voyez que donc on note ici un effondrement au remouillage pour les faibles densités. Vous voyez que proche de l'optimum du côté sec, ça ne bouge pas trop quand on remouille et que ça ne bouge pas non plus quand on est du côté humide de l'optimum. Donc c'était pour mettre en évidence cette zone jaune. Alors maintenant, ici, qui est la distance entre le côté humide et la courbe saturée. En remouillant des sols, comme vous le savez, on n'arrive jamais à la saturation complète, et c'est cette zone-là qui est particulièrement importante pour tout ce qui est compactage, puisque c'est une zone où on a de l'air occlus, et pour les gens de barrage en particulier, ça peut être un problème d'avoir des montées en pression lors d'un compactage pour des questions évidentes de stabilité. Alors, il y a des problèmes de structure, parce qu'on voit qu'ici, quand on est du côté sec et qu'on augmente la densité, logiquement, la perméabilité saturée décroît de façon... Ici, vous avez 2 ordres de grandeur. En revanche, que de l'autre côté, on redescend en densité, donc on devient donc on revient plus lâche. On n'a pas d'augmentation significative de la perméabilité. Donc, il y a un effet de structure manifeste que je vais essayer rapidement de vous décrire en vous montrant l'exemple de l'aimant de Jossigny compacté du côté sec avec donc un magnifique agrégat ici qui... Alors là, je crois qu'il s'est mis en automatique. Bon. Donc, vous avez un bel agrégat. Vous avez ensuite des particules de l'ordre de quelques dizaines de microns qui sont compatibles avec la courbe granulométrique. Et si on monte la courbe osimétrique au mercure, on s'aperçoit effectivement qu'elle est bimodale, mais que le rayon ici identifié est largement supérieur aux 28 microns que vous voyez entre les agrégats. Et en fait, ça, c'est une limite bien connue de la technique de porosimétrie, c'est qu'elle ne donne que le rayon d'accès au pore. Donc, je l'ai schématisé ici. Le diamètre d'accès au pore moyen est quand même de l'ordre de plusieurs microns, ce sont quand même des gros pores, et ça nous permet de faire la distinction entre les pores interagrégats et les pores intra-agrégats qui sont, eux, ça casse tout, hein. Ça va aller mieux là? Merci. Alors du coup, il faut que je m'adapte. Ah, c'est mieux. Voilà, alors les pores intra-agrégats, ce sont les petites flèches rouges que je vous ai montrées. C'est quand le mercure commence à pénétrer à l'intérieur de l'agrégat. Vous voyez que ça identifie un rayon de l'ordre de 0,56 microns. Alors maintenant, je passe du côté humide. On est
à 16 kN par mètre cube, à la même densité que précédemment, vous voyez que le sol n'a absolument plus rien à voir, c'est le même sol, parce que les particules argileuses ont été hydratées, elles sont beaucoup plus volumineuses, et elles tapissent l'ensemble de la structure, et vous voyez qu'on n'a plus du tout de pores interagrégat, tout est voilé par l'hydratation des plaquettes qui donc occupent un volume beaucoup plus grand. La porosimétrie, la voici. Voilà, je viens à l'état compacté qui nous intéresse. Donc cette fois-ci, les grains sont apparents, ça veut dire que les argiles ne sont pas trop hydratées. La courbe porosimétrie est un petit peu différente avec cette pente un peu en hauteur qui est le signe d'un certain désordre. Et puis vous avez un diamètre de 0,56 d'entrée moyenne des grains qui n'est pas évident à illustrer d'après la vue de la photo. Mais pour conclure, si on regarde donc nos trois aspects, vous voyez encore une fois que les deux photos du bas sont à la même densité, donc les deux sols n'ont rien à voir. Et en fait, c'est ça qui explique la variation forte en perméabilité. Du côté sec, vous avez des gros pores qui permettent à l'eau d'aller vite, alors qu'à même indice des vides, du côté humide, vous avez une série beaucoup plus importante de très petits pores, ce qui fait qu'on a une perméabilité beaucoup plus faible. Donc voilà, comment à la même densité, la structure fait en sorte qu'on a des perméabilités beaucoup plus faibles. Bon, juste pour terminer, des résultats qui datent des années 95 qui montrent que quand on comprime du côté sec, en fait, la succion du sol ne varie pas. Et ça se comprend puisqu'on comprime entre des agrégats comme celui-ci. Donc on peut casser et faire un ensemble d'agrégats de plus en plus denses. La succion est gouvernée à l'intérieur des agrégats par la phase argileuse et elle n'est pas affectée. En revanche, donc ce sont des compressions de pores pleins d'air qu'on fait et ça ne touche pas la succion. En revanche, ici, du côté humide, vous voyez que les courbes s'inclinent et donc la compression a un effet sur la succion. Mais comme on n'est pas complètement saturé, la pression interstitielle engendrée par une augmentation de contrainte n'est pas la même, on perd beaucoup. Et par exemple ici, on voit que, oui c'est ce que j'ai dit, ouais, c'est mieux là. Donc ici c'est la même chose sur une argile beaucoup plus plastique. Et vous voyez que quand on est donc on a des très fortes suctions, parce qu'on est plus plastique. Ici, autour de l'optimum, on est autour de 3 mégapascales. Et vous voyez que quand on arrive à 450 kilopascals de succion, la courbe commence à s'incliner. Ça s'incline de plus en plus. Donc la compression mécanique a un effet sur la succion. Et par exemple ici, on montre les variations de densité liées à une augmentation de contrainte verticale de 1 mégapascal. Vous voyez que le sol a une certaine compressibilité, que la compressibilité jusqu'ici se fait à succion constante, mais là on commence à dériver et on dérive un petit peu plus. Et là j'ai estimé un petit peu, pour 1 mégapascal de compression, on a un delta de succion de 100 kilopascal. Vous voyez que c'est 10%, donc on perd beaucoup. On est loin de la condition saturée avec fluide incompressible. Mais on a un effet du côté de la saturation d'augmentation de contrainte sur la pression interstitielle. Ici, on revient à des concepts que je vous ai écrits. C'est pour dire que pour une argile de boom à 2 densités ici, la courbe de rétention d'eau, eh bien, elle a une branche commune quand on est dans les agrégats, donc c'est toujours le même raisonnement, pour des sols compactés du côté sec. Et quand on est du côté interagrégat, on a une variation de propriété de rétention d'eau. Voilà, alors très rapidement, le chantier, bon ça vous reconnaissez le type d'ouvrage que c'est. C'est beaucoup plus compliqué, on change d'échelle, on pense que les mêmes principes s'appliquent. Ce que je vous ai parlé, ce sont des sols compactés artificiels de laboratoire. Mais alors vous me corrigez, messieurs les terrassiers et les barragistes, si je dis des bêtises, mais si on remplace l'agrégat par la motte, les concepts de déformabilité variable avec la teneur en eau devraient s'appliquer. Et bien sûr, on est beaucoup plus variable parce que la nature du sol est différente et il y a des changements de densité et de teneur en eau quand on compacte à une telle échelle. Juste pour vous dire que ça a été identifié au labo ici,
On a comparé au Proctor standard des éprouvettes faites avec des petites modes de 4-8 mm et de 19 mm. Et vous voyez qu'à la fois en Proctor et en perméabilité, on a quand même une différence importante. Voilà, ça je passe et je crois que je vais pouvoir conclure par, j'allais dire des banalités, non, mais voilà. Donc j'ai voulu vous montrer que les sols non saturés, les concepts étaient intéressants pour mieux comprendre certains aspects du comportement des sols compactés, les deux parts de l'interaction sol-eau, bon ça c'est bien connu, les trois types de microstructures et leur effet sur la perméabilité, les transferts, selon que la phase R est continue ou discontinue. Voilà, merci de votre attention.